Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h36 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias, et c'est sans aucun doute le titre le plus important, celui qui revient ce matin dans l'ensemble des quotidiens et que l'on peut résumer en 2 mots en hébreu. Asdara ou Aslama, ce qui signifie vers le calme ou vers une dégradation. Ce sont les 2 options qui existent ce matin plus que jamais dans le sud du pays, alors que les rumeurs persistent sur des tractations de plus en plus intenses entre Israël et le Hamas via la médiation des Égyptiens et de l'ONU pour tenter de trouver une solution dans la crise à Gaza. Les développements sont apparemment suffisamment importants pour que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ait décidé d'annuler purement et simplement la visite qu'il devait effectuer la semaine prochaine en Colombie à l'occasion de l'intronisation du nouveau président colombien. Les observateurs sont partagés sur les développements possibles qui peuvent intervenir dans les tout prochains jours. Un point encourageant mentionné ce matin dans la presse et les radios israéliennes. Après plusieurs mois de gel, Israël a en effet autorisé hier l'entrée dans la bande de Gaza de matériel technologique destiné essentiellement à la construction d'une usine de désalinisation de l'eau de mer qui doit être construite sur le littoral de Gaza et qui devrait permettre de fournir en eau potable l'ensemble de la population de la bande de Gaza. La création de cette usine a été validée par l'État d'Israël, mais depuis le début du mois d'avril, c'est-à-dire depuis le début des troubles provoqués par le Hamas selon la frontière entre Israël et la bande de Gaza, les Israéliens ont gelé le transfert de matériel visant à terminer la construction de cette usine. Les choses ont changé apparemment et donc ce geste laisse présager que les tractations progressent et que l'on s'achemine vers un accord sur une trêve, peut-être même une trêve de plusieurs années entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Dans le Haaretz, Amos Harel titre lui aussi entre Asdara et Aslama. Il affirme que côté israélien, on perçoit une opportunité de règlement avec le Hamas, même si le dossier des corps des 2 soldats israéliens d'Argoldid et Oron Shaul sera débattu dans un cadre différent. Par contre, le Maariv cite des sources militaires qui affirment qu'il y a plus de risque d'une dégradation que d'un arrangement dans cette région. Donc pour l'instant, incertitude concernant l'issue de ces tractations et de ces négociations entre Israël et le Hamas via les Égyptiens et l'ONU. Le Israël Hayom nous fait partager, image à l'appui, ce qui s'est passé hier près de la frontière entre Israël et la Syrie. Tsahal a identifié 7 terroristes syriens appartenant apparemment aux forces affiliées à Daesh et stationnés près de la triple frontière entre Israël, la Jordanie et la Syrie. Un drone israélien a ciblé ces 7 terroristes alors qu'ils s'approchaient dangereusement de la frontière, à environ 200 mètres à peine de la frontière. Et l'ordre a été donné de les neutraliser, ce que le drone a fait en quelques secondes. Par la suite, on a retrouvé près du corps des corps des terroristes, des fusils Kalachnikov et des grenades. Cet incident grave s'est produit alors que Tsahal a terminé hier des manœuvres militaires visant à prévenir une escalade de la violence le long de la frontière avec la Syrie. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, écrit ce matin: Daesh est bien vivant et Tsahal parfaitement conscient du danger qu'il continue à représenter. En marge, le Maariv souligne que l'Iran a entamé elle aussi des grandes manœuvres militaires. Téhéran fait des muscles et titre les journaux ce matin en insistant sur le fait que ces manœuvres consistent à s'entraîner à une fermeture du détroit d'Ormuz. Le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, les 2 quotidiens rivaux, consacrent ce matin une partie de leur première page à la tension qui demeure au sein de la communauté druze. Les journaux se font l'écho de 2 développements importants qui se sont produits hier. D'abord, une réunion qui a totalement explosé entre le Premier ministre Netanyahou et les notables de la communauté druze. L'objectif de cette réunion était de débattre de la proposition de loi que M. Netanyahou avait l'intention de déposer devant la Knesset dès la rentrée parlementaire après les fêtes de Tishri, une proposition visant à accorder un statut particulier et privilégié aux Druzes d'Israël. Mais la rencontre d'hier a très vite mal tourné après qu'un ancien général druze de réserve de l'armée israélienne, Amal Assad, ait fustigé le Premier ministre et même émis des critiques apparemment envers le leader spirituel de la communauté druze, le cheikh Mouafak Tarif. Le Premier ministre ne s'est pas démonté. Il a affirmé qu'il n'avait pas de leçons à recevoir de la part d'un homme comme Amal Assad qui a qualifié l'État d'Israël d'apartheid. La rencontre n'a rien donné donc et les journaux soulignent que les Druzes devraient rassembler dès demain soir des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes pour le rassemblement de protestation prévu sur la place Rabin à Tel Aviv.
Et ce matin, Amit Segal, l'excellent analyste politique de la seconde chaîne de télévision, écrit dans le Makor Rishon un éditorial pertinent dans lequel il explique que la loi sur l'État-nation occupera une place de choix dans la prochaine campagne électorale. Cette loi est exactement la matière dont on fait d'excellentes campagnes électorales ou dont Binyamin Netanyahou fait d'excellentes campagnes. On y parlera de drapeaux bleus et blancs, de Jérusalem, de gauche et droite et enfin de la question incontournable, Bibi, oui ou non ? Fin donc de citation donc de cet éditorial de Amit Segal dans le Makor Rishon de ce matin. Les quotidiens israéliens, on peut le dire, en tout cas dans leurs pages intérieures, sont plus colorés qu'à l'accoutumée, essentiellement grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel qui sont les couleurs de la communauté, vous le savez, LGBT, celle qui a défilé hier après-midi dans les rues du centre de Jérusalem pour la traditionnelle Gay Pride. Selon les forces de police qui étaient massivement déployées sur le parcours de cette marche de l'égalité, c'est également son intitulé, ce sont plus de 22 000 personnes qui ont participé à ce rassemblement. La Gay Pride à Jérusalem est plus sobre et réservée qu'à Tel Aviv. Elle a été marquée cette année par des instants de recueillement sur la rue du Keren HaYesod, à l'endroit précis où la jeune Shira Banki a été assassinée il y a 3 ans par un ultra-orthodoxe. Dans la foule, on a remarqué la présence de dizaines de religieux qui portaient la kippa et qui ont voulu s'identifier avec la communauté LGBT. D'ailleurs, les journaux citent ce matin des cas d'homosexuels religieux qui se sont insurgés contre la pétition rédigée et signée par 200 rabbins de la mouvance sioniste religieuse, une pétition dénonçant les pratiques de la communauté LGBT et affirmant que ces pratiques allaient à l'encontre de la Torah et de la halakha. Le président des jeunes homosexuels d'Israël, Gal Ochovski, s'en est pris, lui en particulier, au Rav Shlomo Aviner, qui a affirmé avant-hier dans une interview à la télé israélienne que les homosexuels menaient, je cite, une vie terrible. Umlal. Qui êtes-vous pour nous dire que nous menons une vie terrible, a demandé Gal Ochovski. Et s'adressant au Rav Igan Levinstein, qui lui aussi avait suscité la polémique il y a 2 ans en qualifiant les homosexuels de pervers, il a affirmé « Vous dites que nous sommes pervers, mais c'est vous qui l'êtes. Vous n'êtes pas juifs, nous sommes les véritables juifs, ceux qui représentent la lumière, a-t-il affirmé. Vous êtes, vous, l'obscurité. » Ces propos sont repris ce matin par les médias et les sites d'information. D'ailleurs, dans le Makor Rishon, le Rav Yaakov Medan, qui est le rosh yeshiva de la yeshiva d'Alon Shvut, s'est publiquement démarqué de la pétition de ces 2 rabbins, de la même mouvance que lui. Ne les appelez pas pervers, a écrit le Rav Medan, qui affirme dans cet éditorial que le ton utilisé dans cette pétition par ses collègues n'est pas correct et que le message qu'ils ont voulu faire passer risque de se retourner contre eux. J'aurais voulu, a écrit le Rav Medan ce matin dans le Makor Rishon, j'aurais voulu écrire sur la grossièreté des attaques de la communauté LGBT, sur ces menaces de shaming. J'aurais voulu écrire ce matin sur l'importance de la cellule familiale juive avec un père, une mère et des enfants. J'aurais voulu écrire sur ces médias qui ont adopté une position unique et uniforme en faveur de la communauté LGBT. Mais ce matin, je ne parlerai pas du tout de cela, pas avant en tout cas que nous n'ayons corrigé nous-mêmes nos erreurs au sein de la mouvance sioniste religieuse. Fin de citation. Tous les quotidiens mentionnent ce matin en évidence ce qui ressemble bien plus à la plus des terribles des erreurs de justice. Elisha Chayavtov a été innocenté hier par la Cour suprême israélienne de l'assassinat d'un caissier dans un club de billard, c'était il y a 16 ans, après que celui-ci ait purgé 11 années de détention après avoir été condamné donc pour le meurtre de ce caissier. Chayavtov avait été reconnu coupable après avoir avoué les faits à un indicateur de la police qui avait été placé dans sa cellule afin de le pousser à parler. Il avait alors été condamné donc à une très lourde peine de prison. Hier, la Cour suprême a estimé que les aveux du meurtre lui avaient été soutirés illégalement alors qu'il était sous l'effet de la drogue. Après 11 jours passés dans sa cellule dans des conditions de détention particulièrement dures, la Cour a vivement critiqué la police pour sa manière de gérer ce dossier. Elle a donc décidé d'innocenter Elisha après 11 années de prison. Chayavtov a déclaré en réagissant à ce verdict « Dieu s'est préoccupé de moi ». Mais dans la famille du caissier assassiné, on qualifie le verdict de surréaliste. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. La presse israélienne, nous pourrons de Shabbat, nous espérons pouvoir également la développer en partie dimanche matin. Mais en tout cas, pour l'instant, nous allons marquer une pause. C'est l'heure de Matanot Ktanot et tout de suite après nous retrouverons le Rav et docteur Eric Belaïch, Rav et fondateur de la communauté Ohavet Zion Mekor Chaim à Jérusalem pour le mot de la paracha de la semaine sur la parachat Ekev. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita.
Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.